Le Mossad. 6 lettres pour décrire l'un des services de renseignement les plus performants au monde. Fantasmé par les uns, redouté par les autres, sa devise ne laisse pas place au doute quant à ses ambitions. Le gardien d'Israël ne dort jamais. Quelle est l'histoire du service secret israélien Assurance Vie de l'État hébreu? Derrière l'acronyme largement vulgarisé dans les séries télévisées et autres littératures d'espionnage, se cache l'Institut pour les opérations et les interventions spéciales de l'État israélien, avec le Shin Bet, qui représente le renseignement intérieur, et Aman, le renseignement militaire, le Mossad, le renseignement extérieur, est l'un des 3 piliers de la triade sécuritaire israélienne. Le renseignement, c'est un peu l'assurance vie de l'État d'Israël compte tenu de son étranger proche. Le pays évolue au milieu de voisins hostiles pour certains qui se sont opposés à sa création et qui, pour d'autres, continuent de refuser son existence. Lorsque l'on remonte dans l'histoire, on apprend que le Mossad est l'héritier de plusieurs milices de défense et de renseignement créées à l'époque du mandat britannique sur la Palestine entre 1917 et 1947. Parmi elles, la Haganah, une organisation paramilitaire dont le Shay, le service de renseignement créé en 1940, avait entre autres pour objectif d'infiltrer aussi bien les forces britanniques qu'arabes. Après la création de l'État d'Israël en 1948, le Shay a été dissous. Mais ses membres ont été affectés au renseignement militaire, toujours dans une logique d'évaluer la menace des pays environnants. Un an plus tard, en 1949, Reuven Shiloah, ancien dirigeant du Shay et conseiller du Premier ministre Ben Gourion, crée la version actuelle du Mossad, dont il devient le premier directeur. Le Mossad est alors placé sous l'autorité du ministère des Affaires étrangères, puis rattaché au bureau du Premier ministre en 1951. Depuis sa création, le Mossad a toujours réussi à se hisser au premier rang des services de renseignement à travers le monde entier. Mais ses missions ne s'arrêtent pas au renseignement justement. Espionnage, contre-espionnage, antiterrorisme, protection de la communauté juive à travers le monde, mais aussi diplomatie informelle avec des pays ennemis d'Israël. Le budget qui lui est alloué est colossal, mais impossible à chiffrer compte tenu des caisses noires qu'il s'est constituées depuis sa création. Mais revenons au renseignement humain, car c'est bien là que le service de renseignement israélien se démarque grâce à son savoir-faire. Il repose largement sur ses techniques de communication qui se déclineraient en 3 étapes. Surveiller les cibles, confirmer les identités et les neutraliser. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces techniques de neutralisation marquent les esprits. L'actualité en fait état avec les explosions par centaines de beepers et de talkie-walkie appartenant aux membres du Hezbollah au Liban. Très vite, les regards se sont dirigés vers le Mossad qui aurait inséré une microcharge explosive dans chacun des beepers fournis aux membres du Parti de Dieu. Mais ce mode d'action n'est pas sans nous rappeler une opération du Mossad qui avait marqué les esprits en 1972. Les assassinats ciblés en réponse aux attentats de Munich. En 1972, ont lieu les premiers Jeux olympiques de Munich depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'objectif de ces Jeux, appelés initialement les Jeux de la joie, était de présenter un événement joyeux et libéré. Mais le 5 septembre 1972, un commando de 8 Palestiniens s'introduit dans la résidence des athlètes israéliens. 9 athlètes sont alors pris en otage et 2 sont abattus dans leur chambre alors qu'ils cherchaient à s'interposer. À partir de là, commence une longue journée de négociations entre les ravisseurs et la police allemande. Les assaillants déclarent alors qu'ils tueront toutes les heures un otage à partir de 9 h si leurs revendications ne sont pas considérées. Pour montrer que ce ne sont pas des paroles en l'air, ils jettent par-dessus le balcon le cadavre d'un des otages. Les hommes réclament alors la libération de 236 Palestiniens détenus en Israël, ce qui sera catégoriquement refusé par l'État israélien. Les assaillants réclament alors un avion pour s'enfuir vers le Caire avec les otages. La police allemande décide alors de renforcer son dispositif de sécurité pour sauver les prisonniers. Ils affrètent un avion qu'ils font surveiller par des tireurs d'élite. Mais lorsque les ravisseurs et les otages se présentent sur le tarmac, c'est un avion sans équipage qui se retrouve face à eux. Les assaillants comprennent alors que c'est un coup monté. Ils repartent en courant vers leur hélicoptère alors que les forces allemandes reçoivent l'ordre d'ouvrir le feu. Mais le commando palestinien est bien mieux équipé que les tireurs d'élite et l'assaut se transforme en scène de massacre. Tous les otages sont alors tués, ainsi que 5 Palestiniens sur 8 et un policier allemand. Quelques semaines après les Jeux de Munich, le Mossad lance alors l'opération Colère de Dieu. Un à un, les hommes rattachés aux attentats de Munich se font assassiner. En tout, 14 hommes seront éliminés par le Mossad. Et c'est à partir de là que l'ingéniosité des attaques israéliennes va se développer.
En 1973, Mahmoud Hamshari, le représentant de l'Organisation de libération de Palestine en France, est assassiné à son domicile. Et de quelle manière? Le Mossad aurait réussi à changer une petite pièce dans son téléphone qu'ils auraient ensuite placée dans sa table de nuit avant de la faire exploser. Comment témoigne cette scène reproduite dans le film Munich, devenu culte? Personne ne s'attendait à ça, et surtout, comment ont-ils fait? Les nombreuses attaques ciblées qui ont suivi deviennent la marque de fabrique des attaques israéliennes. En 2004, Ismail Haniyeh, l'un des dirigeants du Hamas, est assassiné dans une résidence sécurisée réservée aux vétérans des gardiens de la révolution islamique en Iran. Une enquête du New York Times révèle le lendemain que l'explosion serait due à un dispositif dissimulé dans la résidence, qui était pourtant très bien surveillé. En 2020, le responsable du programme nucléaire iranien, Mohsen Fakhrizadeh, est victime d'une attaque digne d'un film de science-fiction. Pendant qu'il était en voiture, des agents iraniens travaillant pour Israël auraient dissimulé dans une camionnette comportant des matériaux une mitrailleuse de précision. Le tir aurait ensuite été déclenché à distance via un robot par un agent du Mossad. L'arme aurait été introduite en contrebande dans le pays, morceau par morceau. Il existe néanmoins quelques ratés de la part du Mossad, en témoigne la tentative d'empoisonnement d'un des plus hauts dirigeants du Hamas, Khaled Meshal, en 1997. Ils ont finalement eux-mêmes dû lui procurer l'antidote permettant de le soigner. Cette semaine, c'est d'abord une explosion massive de beepers orchestrée à distance et provoquant 12 morts et 2800 blessés qui a touché le Liban. Le lendemain, ce sont plusieurs milliers de talkie-walkie qui ont explosé et causé la mort de 37 personnes et 3000 blessés. Israël n'a pour le moment revendiqué aucune des deux attaques, même si leur marque de fabrique semble évidente. De plus, le dirigeant du Shin Bet, Ronen Bar, avait partagé en 2023 sa volonté d'éliminer le Hamas en ajoutant « C'est notre Munich à nous ». Alors, depuis leurs représailles des attentats de Munich en 1973, Israël, aidé par ses agents du renseignement et porté par l'évolution technologique, laisse le monde sans voix.